Eh bien, l'Iran ne va même plus négocier avec les États-Unis maintenant. L'Iran a dit clairement, il n'y aura plus de négociations. C'est terminé. Tant que les États-Unis n'auront pas respecté leurs engagements, il n'y aura pas de discussion, encore moins d'accord. C'est l'Iran qui est responsable de la normalisation du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. L'Iran et seulement l'Iran. Ensuite, les Iraniens et le gouvernement omanais pourront discuter de l'avenir. Il n'est nulle part question des États-Unis. Alors que font les États-Unis? Ils ouvrent leur propre corridor à travers le détroit, alors que c'est à l'Iran d'assurer la normalisation. Et l'Iran sait très bien pourquoi les États-Unis veulent faire ça, pourquoi ils le font. Leur but, c'est de saper l'autorité de l'Iran et donc de réduire son influence. Bienvenue à World Affairs in Context, tout le monde. Je suis Lena Petrova et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir à nouveau dans l'émission le docteur Seyed Mohammad Marandi. Le professeur Marandi est universitaire, commentateur politique, et il a également participé aux négociations nucléaires entre les États-Unis et l'Iran, qui ont conduit à la signature du JCPOA en 2015. C'est aussi un commentateur très prolifique, une véritable référence sur l'actualité en Iran et sur les relations et négociations entre l'Iran et les États-Unis en général. Professeur Marandi, bienvenue à nouveau dans l'émission. Je suis vraiment ravie de vous revoir. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un vrai plaisir d'être dans votre émission. Pareillement, c'est un vrai plaisir de vous avoir avec nous. Et il y a tellement de sujets à aborder. Les États-Unis et l'Iran ont bien sûr signé ce que beaucoup ont considéré comme un cadre temporaire pour réduire les tensions. Mais les frappes militaires ont repris. Le 10 juillet, j'ai remarqué que Trump avait publié sur Truth Social pour déclarer la fin du cessez-le-feu, alors que dans le même temps, les responsables américains affirmaient que les discussions diplomatiques se poursuivaient. Pensez-vous que le protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran soit encore viable ou qu'il se soit en réalité effondré? Les Iraniens, dès le départ, ne se faisaient aucune illusion sur le fait que les États-Unis respecteraient leurs engagements conformément au protocole d'accord. L'histoire des relations entre l'Iran et les États-Unis a toujours été marquée par un comportement où, comme le dirait Pompeo, les États-Unis mentent, trichent et volent. C'est en gros ce qu'ils ont toujours fait avec l'Iran, et c'est ce qu'ils ont fait avec les accords précédents. Ils ont toujours menti, toujours triché et pris tout ce qu'ils pouvaient prendre. Donc il était attendu que les États-Unis se comportent exactement comme on le voit aujourd'hui. Pour les Iraniens, ce qui compte, c'est d'avoir un moyen de pression. Et ce levier, c'est le détroit d'Ormuz et leur programme nucléaire. Trump, lui, a besoin d'un accord nucléaire. Il n'y aura pas d'accord nucléaire s'il n'y a pas de respect des engagements des États-Unis tels qu'ils sont prévus dans l'accord. Mais plus important encore, il n'y aura pas de normalisation du commerce à travers le détroit d'Ormuz si les États-Unis ne respectent pas leur part du marché. Alors, que font les États-Unis? Ils violent à peu près tout. Les États-Unis n'ont pas restitué les avoirs iraniens volés en violation de l'accord. Trump menace sans cesse les Iraniens et leurs dirigeants. Encore une violation de l'accord. Les États-Unis ont rétabli les sanctions sur les exportations de pétrole iranien après seulement quelques semaines. Une autre violation. Ils ont élargi le régime de sanctions, encore une fois, en violation de l'accord. Et les États-Unis ne font aucune pression sur le régime israélien pour qu'il quitte le Liban et mette fin aux meurtres et aux massacres dans le pays. Encore une violation de l'accord, la liste est longue. Et bien sûr, la violation dont on parle aujourd'hui se situe dans le détroit d'Ormuz. D'après l'article 5 du protocole d'accord, c'est l'Iran qui est responsable de la normalisation du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz.
l'Iran, et seulement l'Iran. Ensuite, les Iraniens et le gouvernement omanais peuvent négocier sur l'avenir. Il n'y a aucune mention des États-Unis. Alors, que font les États-Unis? Ils ouvrent leur propre couloir à travers le détroit, alors que c'est à l'Iran d'assurer la normalisation. Et l'Iran sait très bien pourquoi les États-Unis veulent faire ça, pourquoi ils le font. Ils cherchent à affaiblir l'autorité de l'Iran, et donc à réduire son influence. Autrement dit, les États-Unis violent tous les autres éléments de l'accord et tentent de saper la position de l'Iran. Alors, pendant quelques semaines, l'Iran a averti les États-Unis d'arrêter ça. Il a aussi prévenu les Saoudiens, les Koweïtiens, les Émiratis et les Qataris de ne pas coopérer. Ils ont ignoré l'Iran, et au final, l'Iran a dû frapper des navires qui violaient les ordres de la marine iranienne, des ordres conformes à l'accord. Ensuite, les États-Unis ont commencé à bombarder l'Iran, ce qui est une autre violation. Donc ce ne sont que des violations. Les États-Unis enfreignent les règles à tous les niveaux. Mais l'Iran ne laissera pas les États-Unis contrôler le détroit d'Ormuz. Et plus les États-Unis refuseront de respecter leurs engagements, plus les Iraniens rendront la vie difficile aux Américains, parce que les Iraniens ne respecteront plus non plus leur part du marché. Et donc, moins de navires vont passer par là. Maintenant, si les Américains avaient été intelligents, ils auraient respecté l'accord, tenu leurs engagements, et le transport maritime se serait normalisé. La crise énergétique que nous connaissons, la crise économique qui se profile, tout cela aurait pu être géré d'une manière qui aurait conduit, espérons-le, à une situation plus stable pour l'économie mondiale dans les mois à venir, et peut-être, d'ici un an, à une normalisation. Mais à cause de ces actions, Trump est probablement sous la pression du lobby sioniste, enfin, sans aucun doute sous la pression du lobby sioniste et du régime israélien. Il provoque une diminution du nombre de navires quittant le détroit d'Ormuz, parce que ce conflit rend le détroit d'Ormuz moins sûr. Donc, s'ils s'étaient comportés normalement, si les États-Unis s'étaient comportés comme un pays normal, en respectant leurs engagements, aujourd'hui, on aurait plus de navires qui passeraient et ils seraient tous en sécurité. Mais comme il veut vaincre l'Iran, là où il a perdu sur le champ de bataille, Trump a perdu dans la guerre de siège, il a perdu à la table des négociations, il veut tromper l'Iran dans la mise en œuvre et le vaincre en refusant de remplir sa part du marché, pour ensuite lui retirer tout levier. Ça n'arrivera pas. Et c'est bien ce qu'on constate. Je veux dire, les Américains peuvent faire semblant d'avoir détruit les atouts de l'Iran. Et si vous écoutez, enfin, si vous regardez les médias occidentaux, on pourrait croire que les capacités militaires de l'Iran ont été anéanties. Eh bien, on a entendu ça pendant 40 jours pendant la guerre. Et au final, les États-Unis ont dû accepter la défaite. Donc, personne ne devrait vraiment prendre cette propagande au sérieux. La réalité, c'est que la plupart des atouts stratégiques de l'Iran sont profondément enterrés, alors que ceux des Américains ne le sont pas. Leurs bases sont réparties dans tout le golfe Persique, et elles sont donc très vulnérables. L'Iran peut détruire un système radar à $1 milliard avec un simple drone, alors que les Américains doivent bombarder des bases de missiles souterraines avec des B-52 tous les jours. Et malgré ça, on voit encore des missiles partir de ces bases souterraines. Donc, si on met de côté la propagande occidentale, les choses ne se passent pas bien pour les États-Unis. Dr Morandi, il semble que le différend autour des frais de service proposés par l'Iran dans le détroit d'Ormuz soit l'un des points centraux. En même temps, si je comprends bien, Washington cherche simplement à reprendre le contrôle du détroit d'Ormuz et à rétablir la navigation selon le cadre d'avant-guerre, ce qui, comme vous l'avez dit, priverait l'Iran de cet atout. Alors, est-ce que ces frais de service ne servent qu'à fournir un prétexte, ou bien y a-t-il réellement du fond
dans ses rapports occidentaux qui présentent ces frais comme l'un des principaux enjeux. Oui, c'est un vrai problème. Et les Iraniens ne vont pas laisser passer ça. L'Iran va contrôler ce commerce, il va prélever des droits, et il ne permettra pas que le Golfe Persique soit à nouveau remilitarisé comme avant pour menacer l'Iran. Mais à mon avis, le vrai problème est un peu différent. Je pense que le vrai enjeu, c'est que les États-Unis veulent que le commerce passe librement par le détroit d'Ormuz, sans entrave, et qu'ensuite, ils ne respecteraient pas leurs obligations. Autrement dit, ils s'en abstiendraient, et ils pourraient alors frapper l'Iran et déclencher une nouvelle guerre dans les mois à venir. Exercer une pression économique sur l'Iran, imposer un blocus, harceler les Iraniens, en tuer, et en gros, exécuter les ordres du régime israélien. Mais les Iraniens ne sont pas naïfs. Ils savent très bien que les États-Unis ne sont pas un gouvernement respectueux du droit. Ils croient en l'exceptionnalisme américain. C'est un peu comme les sionistes, dans le sens où ils pensent avoir des droits exceptionnels, qu'ils sont supérieurs au reste du monde. Le reste du monde doit obéir à la loi, mais les États-Unis, eux, se placent au-dessus des lois. Je veux dire, le sionisme, c'est bien pire. Mais malgré tout, cette mentalité existe clairement chez les élites américaines. Donc, ils ne pensent pas devoir respecter leurs engagements. Alors que l'autre camp, lui, doit le faire. Et l'Iran n'acceptera jamais ça. Le vrai enjeu, c'est qu'ils veulent retirer à l'Iran tout moyen de pression, pour pouvoir ensuite le tromper dans l'accord, exercer une pression croissante sur le pays et saper sa souveraineté. Mais ils ont échoué à le faire pendant 40 jours et ils ont conduit le monde au bord du gouffre. L'économie mondiale est au bord du gouffre et on ne s'est pas vraiment éloigné de ce gouffre. Donc, si les États-Unis lancent une nouvelle guerre, il ne faudra pas 4 mois pour qu'on y revienne. Il faudra 4 semaines, d'après Trump lui-même. Ce n'est donc pas une situation que je considère comme favorable aux États-Unis. Mais je ne raisonne plus comme avant. Quand j'étais plus jeune, je pensais que les actions de l'Occident suivaient une certaine logique. Avec le temps, j'en suis venu à la conclusion que les gouvernements occidentaux comptent parmi les plus irrationnels au monde. Le comportement des États-Unis envers l'Iran, en ce moment, n'est pas fondé sur la raison. Il repose sur l'émotion brute, la colère, la rage, et bien sûr sur le sionisme, le lobby sioniste, l'idéologie sioniste, une vision du monde fondée sur la suprématie. Donc, toute personne sensée dirait que la meilleure chose à faire, c'est simplement de respecter ses engagements, de permettre aux Iraniens de normaliser le commerce à travers le détroit d'Ormuz, d'améliorer la situation économique mondiale et d'apaiser les tensions. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne Washington. Vous avez évoqué les conséquences économiques d'une fermeture ou d'une restriction de la navigation dans le détroit d'Ormuz. Et j'aimerais simplement avoir votre avis sur ce point. Les derniers rapports publiés par l'Agence américaine de l'énergie indiquent que la réserve pétrolière des États-Unis est aujourd'hui à son plus bas niveau depuis 40 ans. Et il est clair, comme vous l'avez souligné, qu'une nouvelle perturbation majeure dans le détroit d'Ormuz coûterait très cher à l'administration Trump en termes de dégâts économiques, surtout à l'approche des élections de mi-mandat. Alors, pourquoi pensez-vous que Trump s'entête dans cette attitude agressive envers l'Iran, au lieu d'emprunter la voie de désescalade que le protocole d'accord lui offre pourtant? Qu'est-ce qui le pousse à agir ainsi? C'est clairement irrationnel. Des millions d'Américains vont en souffrir parce que les prix vont grimper alors que la réserve de pétrole est au plus bas. Alors, pourquoi persiste-t-il dans cette posture agressive, malgré tous ces faits, tous ces signaux d'alerte?
Eh bien, votre supposition vaut la mienne, voire mieux. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est au moins une combinaison de deux choses. Ce sont les deux qui me viennent à l'esprit. La première, c'est le régime israélien et le lobby sioniste, qui ne veulent pas la paix. Ils veulent plus de tensions, ils veulent le conflit. Ils se moquent de l'économie américaine, ils se moquent de l'économie mondiale. Ce qui les intéresse, c'est uniquement le régime israélien. Et donc, ils sont prêts à sacrifier les États-Unis. Leur influence sur lui, on peut se demander d'où elle vient. Ont-ils des images de lui en train de faire quelque chose d'horrible? Est-ce lié aux centaines de millions de dollars qu'ils lui ont versés directement? Ça peut être un mélange de tout ça aussi, mais c'est un des éléments. Le deuxième, c'est son ego et son arrogance. La guerre a été une défaite évidente. Je veux dire, quand Robert Kagan, de toutes les personnes possibles, dit que c'est la plus grande défaite américaine de toute l'histoire, littéralement sur le plan militaire, eh bien ça montre à quel point la situation est grave. Les États-Unis ont été durement, très durement battus sur le champ de bataille, mais aussi dans la guerre de siège. Et maintenant, il a poussé l'économie au bord du gouffre. D'après ses propres mots, quand il a été attaqué à propos du protocole d'accord par toutes les factions politiques aux États-Unis, il a reconnu qu'on était à 4 semaines de manquer d'énergie. Franchement, c'est pas très malin de dire ça, mais il l'a dit, sans doute, pour faire taire ses détracteurs. Bien sûr, on pourrait lui demander « Pourquoi avoir fait tout ça au départ pour nous mettre dans une situation pareille ?» Mais bon, c'est un autre sujet. Donc, je pense qu'il est incapable de faire ce qu'il faut, parce qu'il est contraint d'aller dans une autre direction, et lui aussi a peur d'être humilié. Mais l'Iran ne va pas céder. Et si les États-Unis continuent sur cette voie et essaient d'ouvrir leur propre corridor, les Iraniens vont frapper de nouveaux navires. Ils vont s'en prendre à des bateaux et s'assurer qu'aucun ne traverse le détroit d'Ormuz sans en payer le prix. Passons à la question nucléaire. L'administration Trump a lié la poursuite des négociations au fait que l'Iran réponde aux exigences américaines concernant son stock d'uranium enrichi. J'avais pourtant l'impression que la question nucléaire devait être abordée dans les phases suivantes du processus. Pouvez-vous nous expliquer ce point en particulier et quelle est aujourd'hui la position de l'Iran sur ses demandes nucléaires? Eh bien, l'Iran ne va même plus négocier avec les États-Unis maintenant. L'Iran a dit clairement, il n'y aura plus de négociations. C'est terminé. Tant que les États-Unis n'auront pas respecté leurs engagements, il n'y aura pas de discussion, encore moins d'accord. La question nucléaire, elle, ne sera abordée et peut-être résolue que plus tard, comme vous l'avez souligné. Pour qu'on en arrive seulement à des négociations sur le nucléaire, sans même parler d'un accord, les États-Unis doivent d'abord remplir leurs obligations. Cela veut dire, bien sûr, s'abstenir d'imposer un nouveau blocus. C'est d'ailleurs la seule chose qu'ils n'ont pas encore violée. Mais ils doivent aussi restituer les avoirs volés de l'Iran. Ils doivent quitter le détroit d'Ormuz et cesser d'interférer dans la gestion iranienne du détroit. Et ils doivent contraindre le régime israélien à quitter le Liban et à mettre fin au massacre. Ils doivent s'abstenir de menacer les responsables iraniens et le peuple iranien. Ça fait partie du protocole d'accord. Ils doivent lever les sanctions sur les exportations de pétrole iranien. Tout ça, ce sont des violations. Ils violent tout, y compris l'obligation de ne pas attaquer l'Iran. Donc, ce sont bien des violations commises par les États-Unis. Tant que les États-Unis enfreignent ces points, non seulement l'Iran ne négociera pas l'accord nucléaire, mais les Iraniens ne normaliseront pas non plus le commerce à travers le détroit d'Ormuz.
L'Iran a d'ailleurs précisé que, parce que vous avez sans doute entendu aujourd'hui que Trump a dit que les Iraniens avaient demandé à négocier et qu'il avait accepté. Non, les Iraniens n'ont même pas accepté de négocier. C'est juste une autre fausse déclaration de Trump ou une rumeur d'Axios. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Axios a dit que les Iraniens affirmaient qu'une faction en Iran était derrière tout ça, mais ce n'est pas vrai. Non. Les Iraniens ont frappé ces navires sur décision du Conseil suprême de sécurité nationale, c'est-à-dire de l'État. Les gardiens de la révolution, l'armée, n'ont pas l'autonomie pour tirer des missiles de leur propre initiative. Ils obéissent aux ordres de l'État. Donc, ces histoires d'Axios sur des éléments incontrôlés ou des divisions internes, c'est complètement faux. Les Iraniens ne se sont pas excusés auprès des États-Unis. Ils ont envoyé un message clair aux Américains et à ces régimes du Golfe Persique en frappant leurs navires, parce qu'ils leur avaient dit de ne pas le faire. Mais ils ont insisté pour utiliser le couloir américain, en violation de cet avertissement. Alors les Iraniens ont voulu faire passer un message aux Américains et aussi à ces pays pour qu'ils cessent d'utiliser ce couloir. Vous passez par le couloir désigné par les forces armées iraniennes. Et les Américains ont dit, d'ici ce soir, je pense que les Iraniens devraient déclarer qu'ils ne frapperont plus aucun navire. L'Iran ne va pas faire un tel engagement. L'Iran ne va même pas négocier avec l'Amérique, comme je l'ai déjà dit. Donc ce qu'Axios raconte, c'est n'importe quoi. Ce que dit Trump, c'est pareil. C'est du n'importe quoi. Pour l'instant, il n'y aura absolument aucune discussion tant que les Américains n'auront pas commencé à agir concernant leurs propres engagements. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on verra le détroit d'Ormuz commencer à se normaliser. Et seulement après que la première étape aura été entièrement mise en œuvre, on pourra commencer à parler sérieusement des sanctions de pression maximale et du programme nucléaire iranien, et avancer vers une solution. Mais à ce stade, on est encore très loin de cette discussion. Docteur Marandi, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu la dynamique politique intérieure de l'Iran en ce moment. Si je comprends bien, il y a des divergences entre les responsables iraniens. Certains sont favorables à l'idée de négocier avec les États-Unis, tandis que d'autres préfèrent miser sur la pression militaire ou tout simplement n'ont aucune confiance dans l'administration Trump et on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Alors, que préfèrent la plupart des dirigeants iraniens après les frappes américaines, après que Trump a déclaré la fin du cessez-le-feu américain puis affirmé qu'en plus, l'Iran voulait s'en prendre à lui? Vous avez tout à fait raison. Il y a des gens qui s'opposent au protocole d'accord. Ils disent que l'Iran a été trop conciliant et ils ont de bons arguments à faire valoir. Et puis il y en a d'autres qui pensent que cet accord contient suffisamment de garanties pour que les Américains ne puissent pas tromper l'Iran. Par exemple, pour le détroit d'Ormuz, puisque les Américains violent l'accord, les Iraniens ne laissent pas passer les navires en grand nombre. Donc, plus les États-Unis enfreignent l'accord, plus ils se retrouvent étranglés par le détroit d'Ormuz. En tout cas, il y a évidemment des points de vue différents en Iran. On a bien vu, au cours des 4 derniers mois et demi, que toute la propagande occidentale, c'est du vent. On a vu que l'Iran n'est ni brisé, ni divisé, et que ce n'est pas un régime impopulaire, comme ils aiment le dire. C'est un régime corrompu, incapable de se gouverner lui-même, impopulaire et qui tient à peine debout. On entend ça depuis des décennies. Et bien sûr, j'ai toujours dit que c'était absurde. Mais depuis environ 4 mois et demi, on voit clairement que tout ce que des gens comme moi disaient est en train de se vérifier. On disait que l'Iran allait s'effondrer. Il ne s'est pas effondré. Ensuite, on a dit, bon, si l'Iran survit, c'est qu'il a gagné. Eh bien, l'Iran n'a pas seulement survécu.
il a gagné la guerre. Et puis on a expliqué que c'était juste un effet de ralliement autour du drapeau. Mais quiconque a regardé les cortèges funéraires cette dernière semaine sait très bien que ce n'est pas ça. C'est bien plus vaste, plus profond et bien plus significatif qu'un simple effet de ralliement national. Rien qu'à Téhéran, plus de 10 millions de personnes ont participé aux funérailles. 40 millions de personnes ont participé, plus de 40 millions, dans différentes villes. Dans les villes saintes de Najaf et de Karbala, en Irak, plusieurs millions. Dans la ville sainte de Qom, en Iran, plusieurs millions aussi. Et à Mashhad, où il a été enterré, là encore, plusieurs millions. Au total, plus de 40 millions de personnes. C'était tellement immense que pour une fois, les médias occidentaux n'ont pas pu le cacher. D'habitude, ils disent toujours des milliers d'Iraniens. Ou quand ils veulent être généreux, des dizaines de milliers d'Iraniens. Mais là, c'était tout simplement gigantesque. Et heureusement, beaucoup de journalistes avaient été invités en Iran, surtout des journalistes de médias alternatifs, mais aussi pas mal de gens connus. Ils ont tout vu, ils ont assisté aux différentes cérémonies et ils ont pu constater tout cela. Donc, ça montre bien que ce n'était pas juste un réflexe d'unité nationale. Cela montre la profondeur du soutien des Iraniens à la République islamique. Cela montre aussi le degré de légitimité populaire aux yeux des Iraniens. Une légitimité que l'Occident, lui, n'a pas. L'Iran a une légitimité populaire plus forte et une profondeur dans cette légitimité supérieure à celle de l'Occident, à celle des pays occidentaux. Donc c'est un autre mythe qui a été démonté. Et bien sûr, l'idée selon laquelle l'Iran serait une dictature. En réalité, nous avons des débats en Iran. C'est bien plus ouvert que dans n'importe quel pays de notre région alliée aux États-Unis, et de plus en plus ouvert aussi que l'Occident. En Occident, on peut avoir des ennuis simplement en parlant d'Israël, surtout en Europe. Donc oui, nous avons ces débats, ils sont normaux, ils sont sains et ils sont nécessaires. Mais au bout du compte, vous savez, quand la guerre a commencé, et je crois qu'on en avait déjà parlé dans votre émission, on n'a pas eu de dirigeant pendant une semaine entière, parce que l'ayatollah Khamenei a été martyrisé. Et il ne pouvait pas en choisir un nouveau, parce que les Américains et les Israéliens auraient essayé de bombarder l'endroit où se réuniraient les responsables élus pour désigner de nouveaux membres de l'organe qui choisit et peut destituer le dirigeant. Le Conseil des experts, selon la Constitution, choisit le dirigeant et peut le révoquer. Donc les Américains et les Israéliens cherchaient à savoir où ils se réunissaient pour tuer tous les représentants du peuple. Et ça a pris environ une semaine. Le pays menait une guerre contre une superpuissance et contre cette coalition du mal, les Israéliens, et ces régimes du Golfe Persique. Le secrétaire général de l'OTAN a reconnu que l'Alliance faisait partie de tout ça, alors qu'il était en train de lécher les bottes de Trump. Donc il se battait contre cette immense coalition, le pays sous des sanctions de pression maximale d'ailleurs. Et pendant une semaine, ils ont combattu sans véritable dirigeant. Selon la Constitution, il y avait bien un conseil de direction provisoire, le président, le chef du pouvoir judiciaire et le représentant du conseil des gardiens. Mais franchement, ce n'était pas une vraie direction. C'était juste une transition du pouvoir. Donc pendant une semaine, nous nous sommes battus contre la superpuissance et sa coalition sans leader. Et ça montre à quel point le peuple iranien est déterminé. Ils ont tenu le pays uni pendant cette période de crise. Alors, tous ces mythes sur l'Iran, de quoi parle-t-on exactement? Le problème, c'est que l'Iran s'oppose au génocide. L'axe de la résistance s'oppose au nettoyage ethnique. La République islamique s'oppose à cet holocauste en cours à Gaza, et bien sûr aux attaques génocidaires contre le Liban. Et c'est pour ça qu'elle est diabolisée. Voilà la faute de l'Iran. Ces 4 mois et demi ont vraiment mis en pièces tous ces mythes sur l'Iran.
Les gens se posent des questions. Si l'Iran est vraiment ce régime maléfique dont on nous parle depuis tant d'années, alors pourquoi cet Iran et ses alliés s'opposent-ils au génocide pendant que tous les autres le soutiennent, se taisent ou y participent? Ce récit ne tient plus. The narrative doesn't work anymore. No, it doesn't. You're right. Non, c'est vrai. Vous avez raison. Vous avez évoqué plusieurs questions régionales sur lesquelles j'aimerais qu'on aille un peu plus en profondeur. Peut-être qu'on peut commencer par une courte question à propos du sommet de l'OTAN à Ankara. Alors, Trump aurait accepté de vendre des avions de chasse américains, des F-35 à la Turquie. Oui, et d'après certains rapports, Erdogan envisagerait de vendre ses systèmes russes S-400 pour pouvoir acquérir ses F-35. Maintenant, Netanyahou a déclaré, je crois que c'était dans une interview, que cela allait clairement à l'encontre des intérêts d'Israël et que si la Turquie obtenait des F-35, cela bouleverserait l'équilibre des forces au Moyen-Orient. Israël a aussi déclaré que la Turquie serait la prochaine cible après l'Iran. Mais en même temps, on sait qu'Erdogan continue de vendre du pétrole à Netanyahou. Il y a donc énormément d'intérêts contradictoires. Pourtant, je pense qu'il se passe quelque chose de vraiment intéressant, une dynamique qui devient difficile à ignorer. Pourriez-vous commenter le rôle de la Turquie et d'Israël dans ce déplacement de pouvoir, ou ce fossé grandissant entre les intérêts au Moyen-Orient, et expliquer comment cela influence les relations entre les États-Unis et l'Iran, ainsi que les efforts diplomatiques? Eh bien, la Turquie, quand on parle de la Turquie, on parle du gouvernement turc. Le peuple turc, lui, soutient beaucoup les Palestiniens. D'après les sondages, le soutien est très élevé. Je veux dire, le monde entier soutient la Palestine. Mais la Turquie fait partie de ces pays où le soutien dépasse largement les 90%. C'est autour de 98%, quelque chose de vraiment très haut. C'est presque universel. Mais le gouvernement turc, lui, n'est pas un ami de la Palestine. Il se contente de mots creux et de slogans, mais il coopère avec le régime israélien. Il a toujours coopéré avec Israël. Pendant tout le génocide, ils ont continué à transporter du pétrole vers Netanyahou. Et pendant cette crise énergétique, ils ont acheminé du pétrole bon marché depuis Bakou vers Netanyahou. Ils ont une relation politique. Il y a aussi d'autres relations économiques qu'ils nient, mais qui existent bel et bien. Pendant la conférence de l'OTAN, des militants anti-israéliens ont été arrêtés avant même que la conférence ne commence, pour éviter qu'ils ne mettent le gouvernement dans l'embarras. Donc, les personnes opposées à Israël, avant même de descendre dans la rue, leurs dirigeants avaient déjà été arrêtés, simplement pour que Trump ou les autres dirigeants ne soient pas gênés. Et bien sûr, on a vu Trump dire lors du sommet de l'OTAN qu'Erdogan lui est plus fidèle que les dirigeants européens. Alors, franchement, pour moi c'est incroyable que pendant qu'un génocide est en cours, on puisse entretenir ce genre de relations. Donc, Erdogan ne représente aucune menace pour Israël. Et Netanyahou veut faire croire que tout le monde en est une, parce qu'il veut garder le même pouvoir. Il veut donc entretenir en permanence, vous savez, toutes ces guerres. Mais ça détruit Israël. Le monde déteste désormais ce régime. Il s'est lui-même délégitimé aux yeux de la communauté internationale. Les gens ont compris la vraie nature du sionisme. Mais Netanyahou, lui, ne se soucie pas d'Israël. Il ne pense qu'à Netanyahou. Et ses partenaires de coalition sont des fanatiques, pas vraiment équilibrés. La Turquie, elle, n'a aucune intention d'attaquer Israël. Et on le voit bien en Syrie. La Turquie a travaillé avec Israël pour détruire la Syrie, pour détruire le pays. Ils ont tous les deux soutenu Daesh et Al-Qaïda dans le cadre des opérations américaines contre la Syrie, la guerre sale, Timber Sycamore. Les Qataris ont participé, les Saoudiens aussi,
et tous ces régimes du Golfe Persique, riches en pétrole et en gaz, ils ont tous pris part à cette opération. La plupart des combattants de Daesh et d'Al-Qaïda sont passés par la Turquie pour entrer en Syrie, puis en Irak. Bien sûr, certains sont aussi passés par la Jordanie, mais surtout par la Turquie. C'était donc une opération conjointe menée par l'OTAN et ses alliés régionaux. Et la Turquie, avec Erdogan, a détruit la Syrie. Il y a d'ailleurs une journaliste, Serena Shim, qui a été assassinée. Elle travaillait pour Press TV, elle a été tuée, elle avait 2 enfants. Elle a été tuée à la frontière entre la Turquie et la Syrie, alors qu'elle couvrait le fait que des camions du Programme alimentaire mondial étaient utilisés pour transporter des troupes et des munitions de la Turquie vers la Syrie. Ensuite, les services de renseignement turcs ont déclaré qu'elle est une espionne. Elle l'a dit en direct à l'antenne. « Je suis très inquiète. Ils disent que je suis une espionne. Je suis juste une journaliste. » Et ce même jour, elle est morte dans un accident. Ils l'ont tuée. Les services de renseignement turcs. Il existe d'ailleurs un prix de journalisme qui porte son nom, le prix Serena Shim, je crois. Erdogan, lui, soutenait Daesh et Al-Qaïda dans le cadre de cette opération qui visait à détruire la Syrie et bien sûr à détruire l'axe de la résistance et à aider le régime israélien. Et la Turquie aurait sa part du gâteau. Et on voit aussi Jolani. Je veux dire, Jolani a rencontré Trump et Trump, juste devant lui, a dit « J'ai donné le plateau du Golan ». Le gars s'appelle Jolani et il n'a rien dit. Et Trump a ajouté que la Syrie devrait entrer au Liban pour aider à gérer la résistance, pour s'occuper du Hezbollah. Jolani n'a rien dit. Pourquoi? Parce que c'est un intermédiaire. Donc personne ne devrait vraiment prendre tout ça au sérieux. Je veux dire, la Turquie d'Erdogan, malgré l'opinion publique sur la Palestine, n'a rien fait pour aider le peuple palestinien. En fait, le cessez-le-feu à Gaza imposé par Trump, un cessez-le-feu injuste, a été approuvé par la Turquie. Et en Égypte, Trump a aussi dit qu'Erdogan avait toujours été là quand il avait besoin de lui. Donc la Turquie d'Erdogan n'est pas une ennemie d'Israël. La Turquie cherche à poursuivre ses propres ambitions parallèles dans le Caucase, sous la direction d'Erdogan. Comme je l'ai dit, les sentiments du peuple turc sont clairs. On voit bien de quel côté il se situe. Mais Erdogan, non, ce n'est pas une menace. En revanche, Netanyahou, lui, a besoin d'ennemis. Et même des responsables turcs, je crois que c'est le ministre des Affaires étrangères turc qui l'a dit, ont expliqué qu'il avait besoin d'ennemis. En gros, pour dire, nous ne sommes pas des ennemis. Il nous présente comme les ennemis d'Israël parce qu'il a besoin d'ennemis. Et je pense que paradoxalement, c'est une analyse assez juste. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de tout nous expliquer. Je sais que c'est un sujet très complexe, avec beaucoup d'éléments qui bougent en même temps, et je dois dire que c'était, à mon avis, une façon vraiment brillante de décrire et de mettre en lumière les développements les plus importants. Docteur Morandi, si on se tourne un instant vers le Liban, évidemment, le cessez-le-feu fait partie des demandes ou plutôt des conditions que l'Iran pose depuis plusieurs mois maintenant. Quelles sont selon vous les évolutions les plus récentes au Liban et comment voyez-vous la capacité ou la volonté de Washington de répondre à cette exigence également? Eh bien, les Iraniens ont dit que, comme on en a parlé tout à l'heure, si les États-Unis ne respectent pas leurs engagements dans le protocole d'accord, l'Iran ne respectera pas les siens non plus. Et le premier point de ce protocole, c'est le Liban. L'article 1er concerne le Liban. Le régime israélien doit partir et mettre fin aux tueries. C'est aussi simple que ça. L'Iran n'avancera pas sur le protocole tant que cette question ne sera pas réglée. Il n'y aura pas de normalisation dans le détroit d'Ormuz tant que l'occupation se poursuivra. Très simple. Donc, si Trump veut détruire l'économie mondiale, s'il veut la tirer vers le bas,
eh bien voilà la voie à suivre. Laissez le régime israélien commettre un génocide au Liban et continuer à occuper le pays. Trump avait pris l'engagement d'y mettre fin. En échange, parmi d'autres engagements bien sûr, les Iraniens devaient normaliser le commerce à travers le détroit d'Ormuz. S'ils ne respectent pas ces engagements, les Iraniens ne respecteront pas les leurs. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, les États-Unis ont installé un gouvernement fantoche à Beyrouth. Le président et le premier ministre n'ont aucun mandat populaire. Ils ont été placés là par les Américains, sous la pression des Saoudiens. Et leur rôle, en réalité, c'est de saper la résistance. Et ils ont signé leur propre protocole d'accord avec le régime israélien, offrant en quelque sorte le sud du Liban pour limiter les morts et les destructions causées par les Israéliens. Voilà à quel point ces deux personnes sont traîtres. Et pendant ce temps, en Syrie, sous le contrôle de Jolani, ils ont bloqué la frontière entre la Syrie et le Liban pour empêcher l'Iran de faire passer de l'aide à la résistance. Du coup, la résistance à Beyrouth est encerclée, depuis Beyrouth même, mais aussi par Jolani, par Daesh, par Al-Qaïda, les supplétifs américains et bien sûr par les Israéliens. Pourtant, ils ont mené une guerre incroyable. Ils ont infligé de lourdes pertes aux Israéliens malgré cet encerclement, ce que je trouve vraiment impressionnant. Mais les Iraniens disent que si cette occupation ne prend pas fin, alors l'économie mondiale va plonger, parce qu'ils ne normaliseront pas le commerce à travers le détroit. Et évidemment, il n'y aura pas non plus d'accord ni de négociations sur le nucléaire. Donc l'Iran a un levier. Et si le régime israélien commence, comme on le craint, à violer de plus en plus le cessez-le-feu et à tuer davantage de civils, alors l'Iran frappera sans aucun doute le régime israélien. Nous sommes dans une situation très compliquée en ce moment dans la région. Mais comme je l'ai dit dès le départ, Trump n'a pas de bonne carte en main et il semble miser la maison entière. C'est une expression du monde du jeu. Il parie la maison. Moi, je ne suis pas joueur, donc je ne sais pas trop. Mais il pourrait bien la perdre, cette maison. S'il continue sur cette voie, il la perdra. S'il y a la guerre, l'économie mondiale plongera très vite dans le vide. S'il y a des tensions constantes dans le détroit d'Ormuz, la situation se dégradera progressivement. Mais aucun de ces scénarios n'est bon pour les États-Unis. Tant que les États-Unis ne respectent pas leurs engagements, ils ne doivent pas s'attendre à ce que les Iraniens fassent le moindre geste en retour. Si je comprends bien, les États-Unis suivent plusieurs pistes en même temps, n'est-ce pas? Tout avance en parallèle. Et d'après ce que je sais, pendant que Washington mène ce que beaucoup considèrent comme une diplomatie de façade à travers le protocole d'accord avec l'Iran, la capitale américaine travaille aussi sur d'autres fronts pour affaiblir l'axe de la résistance, notamment en Irak et plus largement au Moyen-Orient. L'Irak, on peut le dire, reste un pays occupé. Ses revenus vont à Washington, à la Réserve fédérale, et Trump, lui, a clairement... Très bon point. Très bon point. Les gens ne le savent pas. Les gens ne le savent pas. Oui, et je pense que c'était très... La richesse irakienne. Quand l'Irak vend son pétrole, l'argent va aux États-Unis, sur un compte bancaire américain, et c'est le gouvernement des États-Unis qui décide de ce qu'il donne au gouvernement irakien. Oui. Alors, l'Irak a été complètement détruit et les revenus tirés de ses ressources naturelles sont remis à Washington, qui décide ensuite de ce qu'il en fait. Ce serait d'ailleurs un sujet passionnant pour une autre vidéo, je pense, juste pour mettre en lumière cette question précise. Et donc, si je comprends bien, Trump a aussi été très directement impliqué dans les récentes élections du Premier ministre en Irak. Est-ce que vous pourriez expliquer comment Washington
agit pour affaiblir la résistance en Irak et quelles sont les conséquences que cela a sur l'axe de la résistance ainsi que sur la position de l'Iran vis-à-vis de Washington et sur sa capacité ou même sa volonté de négocier de bonne foi avec les États-Unis. Lors des récentes élections parlementaires en Irak, les partisans de la résistance ont largement remporté la victoire. Les groupes soutenus par les États-Unis, ainsi que ceux appuyés par la Turquie, Israël, l'Arabie saoudite et le Qatar, tous ensemble, ont échoué. Les partisans de la résistance ont donc choisi M. Maliki comme candidat au poste de Premier ministre. Et les États-Unis ont menacé l'Irak en disant « Nous étranglerons votre économie s'il devient Premier ministre ». Et vous savez la différence entre l'Iran et les États-Unis, c'est que les États-Unis prennent l'argent de l'Irak et ne le lui rendent pas. L'Iran, lui, vend à l'Irak à la fois de l'électricité et du gaz naturel. Mais à cause des sanctions, les Américains n'autorisent pas les Irakiens à payer pour le gaz et l'électricité. Et le martyr, l'ayatollah Khamenei, disait toujours « Ne coupez pas, même si on n'est pas payé, parce que les Irakiens ont besoin de ce gaz et de cette électricité. Même si nous sommes sous sanctions, même si nous avons nos propres difficultés. Mais pendant toute cette période, alors que les Américains essayaient d'étouffer les Irakiens, les Iraniens, eux, ont fourni à l'Irak, pendant des années, du gaz et de l'électricité pratiquement gratuits. Alors, quand l'ayatollah Khamenei a été conduit dans la ville sainte de Najaf et celle de Karbala, on a vu des millions de personnes dans les rues de ces deux villes. Et cela a choqué les Américains et les Israéliens. Ça montre bien où se trouve le cœur et l'esprit du peuple irakien. Et ils appelaient à la vengeance. Et les émotions qu'ils montraient, enfin, il n'y avait pas seulement des millions de personnes, il faisait aussi une dizaine de degrés de plus dans ces villes qu'en Iran. Et déjà, en Iran, il faisait très chaud. C'était très difficile. Alors, imaginez en Irak. Mais ça montre bien le lien. Et souvenez-vous, l'ayatollah Khamenei, c'est lui qui a sauvé l'Irak de Daesh, le Daesh que les États-Unis, les Israéliens et Erdogan ont créé. Ils ont déferlé sur l'Irak et ont failli prendre Bagdad. Et ensuite, l'Iran a envoyé le général Soleimani. Le Hezbollah a envoyé ses officiers pour former les soldats irakiens, les forces de mobilisation populaire, les volontaires, afin de combattre aux côtés de l'armée irakienne et du général. Et puis, il y avait le chef des forces de mobilisation populaire irakienne, Abu Mahdi al-Muhandis. Et les Américains ont tué le général Soleimani. Trump a tué le général Soleimani et Abu Mahdi aussi. Alors, quand les gens en Occident parlent de l'Irak, ils ne disent pas la vérité. Les journalistes occidentaux, les élites occidentales, ils nous donnent une version complètement inversée de la réalité. Et c'est pour ça que les candidats proches de l'Iran gagnent les élections en Irak. Parce que les Iraniens se sont sacrifiés pour l'Irak. Ils ont donné des martyrs pour aider l'Irak. Ils soutiennent l'économie irakienne pendant que les Américains volent leurs richesses pétrolières, les menacent et leur disent qui ils peuvent ou ne peuvent pas choisir comme Premier ministre ou au Conseil des ministres, et ainsi de suite. Docteur Morandi, peut-être qu'on peut terminer avec une question un peu plus large. Si l'administration Trump refuse de négocier de bonne foi et que l'Iran, en tant qu'État souverain, refuse de servir les intérêts de Washington, quelles options restent aujourd'hui? On a l'impression que la diplomatie a déjà eu plusieurs occasions, mais qu'elle échoue à chaque fois. À quoi doit-on s'attendre maintenant, à court terme, concernant le protocole d'accord, le cessez-le-feu et la capacité de l'Iran à surmonter les obstacles posés par Donald Trump pour avancer réellement vers un règlement diplomatique? Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Iran ne va pas négocier. Les négociations,
pour l'Iran, c'est terminé. Et quand les Américains décideront d'appliquer leur part de l'accord, alors on pourra commencer à discuter. Sinon, l'Iran suivra simplement sa propre politique. Le risque de guerre existe. Ce serait complètement fou pour les Américains d'emprunter cette voie parce que ça détruirait l'économie américaine à l'échelle mondiale. Mais vous savez, il y a le lobby sioniste, le régime israélien, il y a l'ego de Trump. On ne sait pas ce qu'ils ont sur lui. Je ne dis pas qu'ils ont quoi que ce soit. Mais bon, il figure dans les dossiers Epstein. Je ne sais pas, son nom apparaît là-dedans, genre 10 000 fois, quelque chose comme ça. Enfin voilà, 10 000 fois en tout cas. Il est cité plus souvent que quiconque dans les dossiers Epstein. Donc, on peut imaginer qu'il n'est pas absurde de penser qu'ils ont quelque chose contre lui. Il y a donc une possibilité de guerre. Les Iraniens sont prêts à la guerre. Comme on l'a vu ces 3 derniers jours, quand les Américains ont attaqué l'Iran a répliqué très violemment, ils ne se sont pas retenus. Mais il y a aussi une chance que la situation reste comme elle est. Autrement dit, des affrontements, mais qui finiront par peser sur l'économie mondiale. Peut-être pas aussi brutalement qu'une guerre, mais ça la fera plonger, et ce serait désastreux aussi pour les élections de mi-mandat de Trump. Il y a une possibilité que Trump change d'avis et applique l'accord. Mais bon, je ne suis pas du genre à parier, Dieu merci. Et franchement, je ne miserai pas là-dessus. Donc, ce n'est pas bon signe pour le monde, parce que le régime israélien et le lobby sioniste ne laisseront pas faire. Trump essaie, je pense, de voir jusqu'où il peut aller, ce qu'il peut obtenir, en n'appliquant pas l'accord. Et à mon avis, il n'obtient rien. Parce que, comme je l'ai dit, les Iraniens ont structuré l'accord de manière à garder un levier. Trump essaie de saper cela, et l'Iran ne l'acceptera pas. Il y a pourtant une solution simple. Il lui suffit de respecter sa part du marché. Tout passe alors par le détroit. Les choses se normalisent, et l'économie mondiale s'en porte mieux. Avec le temps, en quelques mois, la situation commence à se stabiliser. Mais, pour l'instant, on ne voit aucun signe que ce soit le cas. Dr Morandi, merci beaucoup d'avoir été avec nous et pour cette conversation passionnante. Merci aussi d'avoir aidé à clarifier les événements en cours et à les remettre en perspective. J'espère vous retrouver très bientôt dans l'émission. Merci pour votre temps. C'est toujours un honneur. Merci beaucoup de m'avoir invité.